Carlo, CHP will not give us information about who this officer is or if he's been reprimanded for cuffing a firefighter during a rollover accident in Chula Vista last night on the 805 near Telegraph Canyon Road and East Orange Avenue. But we are told before this dispute, CHP has threatened to arrest other area firefighters for not moving their trucks out of the lane blocking traffic. But our cameras caught the first area firefighter slapped with cuffs. Thousands of comments on the CBS News 8 Facebook page and website outraged about a handcuffed firefighter in Chula Vista. Hey, I just want to, he's arrested me. Chula Vista firefighter Jacob Gregoire calls for his supervisor. Only CBS News 8 has this heated exchange between the veteran firefighter and an unnamed CHP officer about the safety of where the fire truck is parked during a rollover accident. It's unbelievable you have to do this. It's unbelievable you guys have treated like this. We're on the road trying to help people. We asked you to clear the road and you said no, and you'll get arrested for doing it. CHP has guidelines to safely clear the road, but you see, it's up for debate who was in the wrong legally. Firefighters say they park at an angle to protect emergency crews, patients, and drivers. Salut à tous, bienvenue pour ce 54e numéro des infos dont on parle peu. On va passer tout de suite au sommaire parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner cette semaine. On va donc parler d'infos internationales, où on va reparler de la visite de François Hollande aux États-Unis. On parlera également des drones, on parlera également du Moyen-Orient bien sûr. On parlera également de la liberté d'expression qui s'amenuise au fur et à mesure un peu partout dans l'Occident. On passera ensuite à l'économie, on va parler des différentes banques qui se portent assez mal. On va parler de la Barclays par exemple, la JP Morgan et même des banques autrichiennes. Et on terminera par la santé et environnement où on parlera notamment du nucléaire. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales et on parle de la visite de François Hollande aux États-Unis à la Maison Blanche, une visite d'État. François Hollande qui est parti donc tout seul, et on le voit sur les photos d'ailleurs, au milieu du couple Obama. Le couple Obama qui doit mesurer tous les deux plus d'1m80, donc c'est assez drôle de le voir là au milieu. En tout cas, Barack Obama, lui, il est resté sur une ligne assez dure avec la France, puisqu'il a purement et simplement menacer la France. En effet, il a prévenu que les entreprises étrangères qui prospectaient en Iran le faisaient à leurs risques et périls. Le président Hollande est du même avis, selon Barack Obama, à l'issue de 2 heures de discussion en tête-à-tête dans le bureau ovale. Je cite Obama, « Des entreprises peuvent toujours prospecter sur les chances à plus ou moyen long terme de s'installer en Iran et sur l'échéance d'un accord international sur le nucléaire iranien, mais je peux vous dire qu'elles le font pour l'heure à leurs risques et périls, parce que nous allons leur tomber dessus, a-t-il juré. » Encore une fois, on voit les États-Unis qui se servent de la France comme paillasson. On avait déjà eu un exemple avec Peugeot, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques temps. Les États-Unis qui avaient torpillé une des plus grandes entreprises françaises. Alors, si vous voulez un autre exemple où on voit les États-Unis se servir de paillasson de la France et de l'Europe, eh bien nous avons la secrétaire d'État adjointe chargée de l'Europe et de l'Asie, qui lors d'une conversation avec l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine lui a simplement dit « Fuck Europe ». Ce qui veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, que l'Europe aille se faire foutre. Les Européens, ils ont tout simplement décidé de ne pas répondre à cette provocation américaine. C'est quand même incroyable. Hein. On continue, on va parler donc de l'Iran maintenant. Alors malgré la multiplication des accords entre l'AIEA et l'Iran, par exemple le dernier en date le 9 février dernier, où l'AIEA et l'Iran se sont mis d'accord pour coopérer sur 7 nouveaux points dans le domaine nucléaire, eh bien, malgré ceci, des tensions restent palpables entre l'Iran et l'OTAN. D'ailleurs, le commandement de la marine iranienne a annoncé avoir envoyé des navires de guerre au large des côtes américaines, selon l'agence Fars. Je cite, « Les navires de la marine iranienne ont déjà mis le cap sur l'océan Atlantique en passant au large de l'Afrique du Sud. La flotte iranienne s'approche de la frontière maritime des États-Unis. Cette manœuvre constitue un message. » Fin de citation. Voilà ce qu'a indiqué le commandant des forces navales iraniennes dans la mer Caspienne, Rezai Haddad. On parle d'Israël et de la Cisjordanie puisque des heurts se sont produits dans Jérusalem-Est occupée après une prière à la mosquée Al-Aqsa. Les fidèles dénoncent une violation des lieux de culte et une violation des lois internationales. Les forces de l'ordre israéliennes, qui ont lancé des grenades incapacitantes, rétorquent, elles, qu'elles n'ont fait que de répondre à la provocation des fidèles qui leur ont lancé des pierres. Voilà. On continue avec Israël, et une information absolument incroyable, puisqu'on apprend que les Israéliens ont promis de ne plus s'entraîner dans les cimetières palestiniens.
L'armée israélienne, accusée début novembre d'avoir organisé une séance d'entraînement dans un cimetière musulman d'Hébron, en Cisjordanie, vient d'esquisser un timide mea culpa. Dans un courrier adressé le 7 janvier dernier à l'ONG Yesh Din, le conseiller juridique de l'institution militaire indique, je cite, « Les forces déployées dans cette zone ont reçu l'ordre de ne plus conduire d'exercice dans les lieux publics revêtant une importance religieuse ou culturelle particulière, y compris les cimetières. » On continue, on parle de la Thaïlande, je vous en ai parlé la semaine dernière, puisque les manifestations continuent là-bas. En Thaïlande, l'un des leaders des manifestants qui réclament depuis des mois le départ du gouvernement a été interpellé le 10 février alors qu'il déjeunait dans le centre de Bangkok. Ce même jour, un engin explosif a blessé 6 personnes dans la capitale. Depuis le début de la crise, de nombreux mandats d'arrêt ont été émis contre les meneurs de la contestation, mais c'est la première fois que la police donne suite et procède à une arrestation. On parle maintenant des violences en Irak, qui continue bien évidemment. Alors le 9 février dernier, 13 miliciens de l'État islamique en Irak et au Levant, d'Al-Qaïda, et 9 autres personnes, dont 6 policiers, ont été tués en Irak. Selon la chaîne de télévision irakienne Iraq Media Network, 13 terroristes ont été abattus et un camion transportant des équipements militaires a été détruit dans un raid de l'armée de l'air irakienne dans la région d'Al-Zankoura, de la ville de Ramadi dans la province d'El Anbar. Ensuite, le 11 février, les insurgés, membres de l'État islamique en Irak et au Levant, étaient en train de tourner une vidéo de propagande dans la perspective d'un attentat suicide lorsqu'un problème technique a déclenché la charge explosive. L'explosion a tué l'instructeur et les 21 insurgés. On continue, on va parler de l'Afghanistan maintenant et Karzai qui est devenu un problème pour les États-Unis. Il est devenu pratiquement incontrôlable. Une réunion du pouvoir judiciaire présidée par Hamid Karzai, qui n'est plus du tout en odeur de sainteté aux États-Unis, entre autres parce qu'il n'a pas signé le fameux accord proposé par les États-Unis selon lequel les forces américaines pourraient rester sur le sol afghan après 2014, a décidé de libérer 72 prisonniers de la prison de Bagram parce qu'il n'y avait pas, selon Karzai, de preuves de leur culpabilité. Les États-Unis ont immédiatement condamné ces libérations. Selon Jen Psaki, porte-parole du département d'État américain, je cite, « Ces 72 détenus sont des criminels dangereux contre lesquels il existe des preuves solides les liant à des crimes liés au terrorisme, y compris l'utilisation d'engins explosifs improvisés. Ces insurgés qui représentent une menace pour la sûreté et pour la sécurité du peuple afghan et de l'État sont libérés sans enquête et sans utilisation du système de justice pénale conformément à la loi afghane. » Là, j'ai envie de dire, déjà, de quoi se mêlent les États-Unis, et deux, au moins, je veux dire, l'Afghanistan se comporte comme un pays de droit de l'homme, j'allais dire, puisqu'il libère les prisonniers, puisqu'il n'y a aucune preuve. C'est pas comme les Américains qui détiennent depuis plus de 10 ans des gens dans Guantanamo qui n'ont pas eu de procès et qui sont accusés de rien du tout. On continue, on va parler de la NSA et des drones, puisqu'on apprend que la NSA a fourni la géolocalisation des portables pour les frappes de drones. Selon The Intercept, alors The Intercept c'est un nouveau site d'information qui est financé par le fondateur d'eBay et qui est tenu par l'ancien journaliste du Guardian, vous savez celui qui est à l'origine des révélations de Snowden, il s'appelle Glenn Greenwald. Eh bien, selon lui, la NSA utiliserait la géolocalisation des téléphones portables pour déclencher des frappes de drones sans vérifier l'identité de la cible. Une méthode qui aurait été utilisée aussi bien au Pakistan qu'en Afghanistan ou au Yémen, selon le journaliste, qui dit détenir des informations de documents de la NSA fournis par l'ancien consultant Edward Snowden et d'un ancien opérateur de drones. Cette unité de la NSA, appelée Geocell, serait à l'origine de frappes sans que la cible soit formellement identifiée, mais simplement parce qu'elle utilise le téléphone dont la carte SIM a été localisée. Et devinez ce qui nous tombe sur le coin de la figure, puisqu'on parle de géolocalisation et de drones. Eh bien, en France, le texte de la garde des Sceaux Christiane Taubira sur les mesures de géolocalisation dans le cadre d'enquêtes préliminaires au pénal vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. L'avis de la CNIL et certaines dispositions amendées par le Sénat n'ont pas été prises en compte dans le texte finalement voté par les parlementaires en une seule lecture. Pour Christiane Taubira, ce texte répond aux 3 objectifs de l'exécutif français. Respecter les libertés individuelles, assurer l'efficacité des enquêtes et garantir la sécurité des procédures. Donc il faut que je fasse attention quand je prête mon portable à quelqu'un, ou alors quand quelqu'un vous prête un portable, faites attention, qu'il ne vous tombe pas une bombe sur le coin de la figure. On parle de drones toujours et de manifestants aux États-Unis. Alors en 2012, 17 manifestants s'étaient rassemblés à la sortie de la base Dancock Field Air
National Guard Base, près de New York, avec des pancartes de manière à protester contre les attaques de drones US sur les enfants étrangers. Eh bien, ces 17 personnes viennent d'être reconnues coupables de troubles à l'ordre public et condamnées à une peine de 15 jours de prison. Le juge a voulu faire un exemple pour dissuader les manifestants de continuer leurs actions. Voilà. On va passer à la Syrie maintenant. Quelques 460 civils ont été évacués lundi dernier par l'ONU des quartiers assiégés de la ville syrienne de Homs. Voilà ce qu'a indiqué le gouverneur Talal al-Barazi, ce qui porte à quelques 1200 le nombre de personnes évacuées depuis vendredi dernier et à la faveur d'une trêve. La plupart étaient très affaiblis, ces habitants ayant manqué de nourriture, d'eau et de médicaments pendant des mois en raison du siège étouffant. Toujours à propos de la Syrie, on en apprend une bien bonne puisque le Congrès US a secrètement approuvé les livraisons d'armes américaines aux Syriens. Les livraisons d'armes légères par les États-Unis sont destinées aux factions modérées des Syriens rebelles dans le sud du pays et son financement par les États-Unis a été approuvé par le Congrès. Les armes qui transitent par la Jordanie comprennent une variété de petits calibres ainsi que des armes plus puissantes telles que des roquettes anti-chars par exemple. On parle maintenant de la Turquie et Erdogan qui censure Internet pour le rendre plus libre. Je cite, pour le rendre plus libre. Une loi votée la semaine dernière va permettre de faciliter le blocage de certains sites par une autorisation gouvernementale. Mais pour Erdogan, je cite, il n'y a absolument aucune censure imposée sur Internet avec ces dispositions. Au contraire, il le rend plus sûr et plus libre. Fin de citation. Il a aussi rejeté que les informations personnelles des utilisateurs soient exposées au contrôle des autorités gouvernementales, comme l'affirment ses détracteurs. Je cite, « Jamais, pas question que les données privées des gens soient fichées. » Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà entendu ça quelque part. On va parler maintenant des manifestations. Alors, manifestations déjà en Bosnie. Alors là-bas, ça tourne, c'est assez dur. Pour le 6e jour consécutif, des manifestations secouent le pouvoir politique de la Fédération de Bosnie. Plus d'1 millier de manifestants se sont rassemblés le 10 février devant le gouvernement fédéral de Bosnie pour réclamer la démission du Premier ministre. Ces protestations, au départ à caractère social, puisque pour la révision des privatisations frauduleuses, sont devenues une révolte contre le pouvoir pléthorique de la Fédération. Un pouvoir détenu par plus de 150 ministres, si on additionne les gouvernements des 10 cantons et le niveau fédéral. Les manifestants ont déjà obtenu la démission de 4 gouvernements cantonaux, mais au niveau fédéral, le Premier ministre n'a proposé aujourd'hui que des élections anticipées. Les manifestants exigent un gouvernement d'experts apolitiques et demandent l'accès à la télévision nationale pour exprimer leurs revendications. Ils ont même été jusqu'à bloquer la circulation. On parle maintenant des manifestations en Grèce, puisque même si la Troïka a mis sa main sur la Grèce, les gens continuent de manifester là-bas. Quelques 500 automobilistes grecs se sont rassemblés le 9 février dernier au péage d'Athènes-Lamina pour protester contre des hausses de tarifs autoroutiers annoncées la semaine dernière qui ont déjà provoqué plusieurs manifestations. Ils ont bloqué toute la route, ils ont mis le feu à des pneus et crié des slogans contre le gouvernement avant de se disperser en milieu de soirée. On continue et on va parler maintenant d'un virus informatique. Alors je vous en parle parce que ça nous a affecté aussi, ça a affecté notre site internet. Alors c'est une attaque DDoS. La firme de sécurité Cloudflare indique avoir eu affaire à une attaque DDoS d'une puissance jamais vue auparavant. L'attaque par déni de service donc, qui consiste à bombarder des serveurs de requêtes pour les saturer, a ainsi atteint les 400 gigabits de données envoyées par seconde à son pic le plus élevé. On continue, on va parler du plan Vigipirate en France, puisque vous le savez, depuis plus de 20 ans, 21 ans même, on est sous plan Vigipirate. Et bien le plan Vigipirate va être modifié. En 2014, le code d'alerte du plan Vigipirate va être simplifié. Il n'existe désormais plus que 2 niveaux, matérialisés par un logo visible dans l'espace public. Un niveau de vigilance qui peut être renforcé temporairement, géographiquement et sectoriellement pour faire face à une menace particulière ou à une vulnérabilité ponctuelle. Et un niveau d'alerte attentat pour faire face à une menace imminente. Alors rappelons quand même qu'en 1991, on chiffrait le plan Vigipirate à peu près 150 000 € par jour. Donc je vous laisse imaginer l'argent qui passe dans ce plan Vigipirate. Et pour quel résultat, je vous le demande. Est-ce qu'on a arrêté par exemple Mera? Est-ce qu'on a réussi à l'arrêter? Non. Voilà, ça nous coûte beaucoup d'argent, à mon avis, pour pas grand-chose. On continue et on va parler de la manifestation de la semaine dernière à Rennes, la manifestation des Antifa, puisque le rapport des RG, qui dit la vérité sur les événements de Rennes, a été rendu public. Alors, je vais citer le rapport. C'est parti. Le 8 février 2014, en fin d'après-midi, la DDSP 35, Direction départementale de la sécurité publique, mettait en place un dispositif renforcé de sécurisation en raison du risque d'une action de militants d'extrême gauche.
Le service d'ordre engageait 2 compagnies de CRS, un escadron de gendarmerie, soit plus de 250 policiers et gendarmes. Vers 18h30, 400 personnes d'extrême gauche se rassemblaient pour dénoncer la tenue de l'événement du rassemblement Bleu Marine. À 19h50, ils cassaient des vitrines, 5 commerces, 4 établissements bancaires et poursuivaient leurs exactions où ils tentaient d'incendier un bureau de police en brisant plusieurs vitres et en y jetant un fumigène qui mettait le feu à un fauteuil. Un véhicule a été incendié. Au cours des heures, les forces de l'ordre faisaient usage d'un canon à eau, de grenades lacrymogènes et du flashball pour repousser les assaillants. 4 policiers et un gendarme étaient blessés par des jets de projectiles. Au plus fort des événements, 630 manifestants étaient réunis. Alors selon les informations contenues dans le rapport, 3 individus ont été interpellés. Le premier, âgé de 20 ans, a été placé en garde à vue. Le second, 24 ans, a fait l'objet d'une audition libre. Le dernier, 22 ans, a été relâché. Alors toutes les personnes interpellées ont été laissées libres, sans aucune poursuite judiciaire, précise le rapport de police. Alors bon, c'est vraiment dommage que le plan Vigipirate, là, il n'ait pas fonctionné par exemple. Puis c'est vraiment dommage qu'on ait arrêté et puis que finalement, personne ne soit déféré devant la justice. C'est vrai que les gens, là, les 630 manifestants qui ont tout cassé, qui ont tout brûlé, c'est vrai que c'était quand même beaucoup moins dangereux que les gens qui ont manifesté à jour de colère. Ça, on est bien d'accord. On termine en parlant du classement mondial de la liberté de la presse. Alors le rapport vient de tomber, c'est le rapport de Reporters sans frontières. Ça vaut ce que ça vaut. Alors le premier est la Finlande, puis les Pays-Bas, 3e la Norvège. Pour la France est descendue à la 39e place sur 180. Les États-Unis sont 46e. Quant à Israël, elle est à la 96e place. On attaque la partie économie, on va commencer avec le bras de fer qui oppose le Niger et Areva, et la France qui a pris part pour le Niger cette fois-ci. Alors je vous en avais parlé dans un précédent numéro, Areva est en pourparlers avec le Niger pour continuer d'exploiter ses mines d'uranium. Aujourd'hui, l'État français donne raison au Niger dans ce bras de fer. Areva déclare que plus de 80% des revenus, taxes et dividendes générés par les mines depuis leur création sont revenus à l'État du Niger. Des chiffres que rejette l'ONG Oxfam, pour qui Niamey, entre 1971 et 2010, n'aurait perçu que 459 millions, soit 13% de la valeur totale des exportations d'uranium, évaluée à 3,5 milliards d'euros. On continue et on parle de l'Union européenne qui devra bientôt prendre en compte la prostitution et le trafic de drogue dans son calcul de PIB. Les pays les plus pauvres de l'Europe de l'Est vont augmenter de manière significative leur PIB en raison d'un nouveau jeu d'écriture imposé par une nouvelle réglementation de l'Union européenne. Au cours du dernier printemps, le Parlement européen a en effet décidé que les États membres devaient désormais prendre en compte la valeur d'un certain nombre d'activités illégales dans leur produit intérieur brut. Celle-ci inclut la prostitution et la production et la consommation de drogue. Cette décision a été motivée par le désir de mieux saisir la valeur réelle des économies des États membres et de pouvoir établir des comparaisons plus justes entre eux. La prostitution et la consommation de drogue étant légales dans certains pays comme les Pays-Bas, les autres États membres ont été invités à inclure ces activités dans leur PIB. En conclusion, si prochainement la France vous dit, quelqu'un du gouvernement vous dit que le PIB de la France a augmenté de manière significative, ça ne veut peut-être pas dire qu'on est en sortie de crise, ça ne veut peut-être pas dire qu'on est en reprise, ça ne veut peut-être pas dire que l'économie est repartie, ça veut simplement dire qu'on a pris en compte la drogue et la prostitution. On va continuer et on va parler de la Suisse, puisque la Suisse ne veut plus de la libre circulation avec l'Union européenne. Les Suisses ne veulent plus de la libre circulation des personnes avec l'UE. Par 50,3% des voix, ils ont accepté dimanche dernier l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse, désavouant les milieux économiques et les autorités. L'opposition unanime de la Suisse romande, de Bâle-Ville, de Zurich et de Zug a été vaine. Quelles incidences pour l'UE, vous allez me demander? Bon, écoutez, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais bon, on va imaginer que l'Union européenne va prendre des mesures de rétorsion contre la Suisse, on va dire. En tout cas, tout ça, c'est à suivre. Mais bon, on va quand même saluer l'esprit démocratique de la Suisse, puisque malgré le fait que ça ne serve pas leurs intérêts, pour quelques-uns d'entre eux, ils ont quand même accepté le fait qu'ils ont perdu, tout simplement. C'est pas forcément ce qui s'est passé pour nous en France. Remember 2005, par exemple. Alors après les Suisses, il y a aussi les Britanniques, puisque rappelez-vous que Cameron avait promis un référendum pour tous les Britanniques pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Mais bon, selon Viviane Reding, commissaire de l'Union européenne, les Britanniques, je cite, sont trop ignorants pour qu'on leur demande leur avis sur la sortie de l'Union européenne. Voilà ce qu'elle a déclaré. Elle va se faire des copains, elle.
On continue et on va parler maintenant de l'Ukraine, puisque l'Ukraine semble au bord de la banqueroute. L'agence de notation Fitch vient de dégrader la note de l'Ukraine de B à CCC. En effet, l'agence de notation estime que le pays est au bord de la faillite, avec une dette de 140 milliards de dollars, soit 80% de son PIB. L'aide de la Russie à l'Ukraine, estimée à 15 milliards de dollars, a été gelée tant qu'un gouvernement n'est pas formé. Alors vous noterez aussi la présence de BHL, notre ministre des Affaires étrangères en Ukraine. Il est allé faire son show là-bas. Alors je vous demande au nom de quoi, au nom de qui est-il allé porter la parole française en Ukraine? Qui est-ce qu'il représente? En tout cas, il ne me représente pas. On va parler des banques maintenant et on va commencer par Barclays, puisque Barclays compte supprimer de 10 000 à 12 000 postes supplémentaires cette année, dont 7 000 en Grande-Bretagne. Alors c'est presque un dixième de ses effectifs dans le monde. Au même moment, la banque annonce une augmentation de 10% de bonus pour ses meilleurs éléments. Voilà. On continue avec les banques et selon la dirigeante du mécanisme de supervision bancaire européen, Danielle Nouy, certaines banques, je cite, certaines banques européennes n'ont pas d'avenir. Nous devons en laisser quelques-unes disparaître de manière ordonnée et pas forcément essayer de les fusionner avec d'autres institutions. Et elle ajoute, je ne sais pas combien de banques doivent faire faillite, ce que je sais c'est que nous voulons avoir le plus haut niveau de qualité. Alors peut-être qu'elle fait référence à une banque autrichienne, la banque Hypo Alpe Adria, puisqu'apparemment elle a été nationalisée il y a quelques temps et aujourd'hui elle serait au bord de la banqueroute. On continue encore une fois avec les banques et on parle de la JP Morgan, puisque à la JP Morgan on compte le cinquième suicide en quelques semaines, incroyable. Alors le dernier en date, Ryan Henry Kran, directeur exécutif depuis 14 ans à la banque d'affaires. Alors lui, il s'est jeté apparemment il s'est jeté par la fenêtre du building. Bon. Alors certains spéculent que ceci est le signe avant-coureur d'un krach boursier. Et on termine la partie économie avec George Soros, puisque bon, c'est la crise un peu partout, dur en ce moment, très dur en France, très dur en Europe. Mais bon, George Soros, lui, tranquille, il empoche cette année 5,5 milliards de dollars. Alors, George Soros, 41 ans d'existence avec son fonds d'investissement Quantum Endowment Fund, le family office du financier américain, a dégagé près de 40 milliards de dollars de bénéfices nets. La valeur du patrimoine personnel de George Soros est estimée à quelques 20 milliards de dollars. George Soros empoche donc cette année 5,5 milliards de dollars, soit son plus gros pactole depuis 2009. On démarre ces infos santé-environnement en parlant du nucléaire, puisque selon une information et une enquête de Mediapart, près de la moitié des réacteurs nucléaires en France sont menacés par un phénomène d'usure qui touche des gaines de combustible, victimes de corrosion à force d'usage, selon un document interne. Le document, bien évidemment, je vous mets en lien de ces infos. L'autorité de sûreté nucléaire envisage des mesures de restriction d'exploitation pour prévenir les risques de rupture de ces enveloppes métalliques. Leur tenue est essentielle au bon fonctionnement des centrales atomiques, car les gaines de combustible assurent la première barrière de sûreté du système. Mais ces dispositions sont contestées par le groupe qui les juge trop contraignantes. La SN doit rendre un avis sur ce sujet dans les jours à venir. Donc vous avez donc tous les liens avec cette vidéo. On continue avec le nucléaire et un petit maire d'une petite commune, le maire qui s'appelle Jean-Dominique Barrault, et la commune s'appelle Dompierre-sur-Berbe. Et ce maire a décidé de marcher depuis sa commune jusqu'à Paris pour protester contre les travaux de l'ancienne mine d'uranium d'Areva. Je cite, « Ils veulent vider l'eau, la traiter et la remettre dans la berbe et détourner la rivière pour la remettre là où elle passait avant. Ils creuseraient pour cela 25 mètres de profondeur et utiliseraient le matériau pour recouvrir le bassin. Ce que je crains, ce sont les poussières et l'effet de pluie du Sahara. Quelles seront les conséquences pour les gens qui vont en respirer ça? Cela sans parler du traitement de l'eau, puisque la CRIRAD et le collectif dénoncent des rejets d'eau contaminés issus du site malgré un traitement. En 2012, la CRIRAD dit avoir relevé en aval une plante présentant une contamination 690 fois plus élevée qu'une plante de la même espèce en amont. On parle de maïs transgénique puisque l'Union européenne a approuvé le maïs TC 1507. Un nouvel OGM, le maïs TC 1507 du groupe américain Pioneer, va être autorisé à la culture dans l'Union européenne malgré l'opposition de 19 pays, dont la France, car les États membres ne sont pas parvenus à réunir une majorité pour la bloquer. Voilà ce qu'a annoncé la Commission européenne. Je cite, « Il n'y a pas de majorité qualifiée contre cette autorisation de culture ». Voilà ce qu'a annoncé la présidence grecque de l'Union européenne à l'issue d'un débat public entre les ministres des Affaires européennes à Bruxelles. Je continue de citer, « La règle veut que si le Conseil des États ne prend pas la décision, la Commission européenne devra approuver la culture dans les prochaines 24 heures. »
19 pays, dont la France, ont dit être contre cette autorisation, mais ils ne totalisaient que 210 voix lorsque la majorité qualifiée pour bloquer était de 260 voix. Les abstentions de l'Allemagne, 29 voix, de la Belgique, 12 voix, du Portugal, 12 voix, de la République tchèque, 12 voix, ont manqué pour atteindre la majorité de 260 voix, selon le décompte fait par le Conseil. 5 pays ont voté pour: l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande et l'Estonie. On continue, on va parler maintenant de Monsanto, le Monsanto qui veut se mettre au bio. Les grands de l'agrochimie comme Monsanto s'intéressent de plus en plus aux solutions de lutte biologique dans les champs, sous le regard inquiet du ministre de l'Agriculture qui veut préserver le savoir-faire français dans ce domaine. En 2012, l'allemand Bayer s'est ainsi emparé de l'américain AgraQuest, spécialiste des pesticides biologiques. La même année, son compatriote BASF a acheté Baker Underwood, qui produit et vend des technologies de semences enrobées de micro-organismes. Le Suisse Syngenta est quant à lui présent sur des produits depuis 25 ans avec Bioline, mais depuis 2 ans, il les développe très fort, commente Charles Vaury, secrétaire général d'IBMA, association qui regroupe les acteurs du biocontrôle en France. En décembre dernier donc, c'est maintenant l'américain Monsanto qui a lui aussi posé ses pions en s'alliant au danois Novozymes, numéro 1 mondial des enzymes alimentaires et industrielles. Il faut dire que c'est un marché juteux qui affiche des croissances à 2 chiffres. Selon Monsanto, l'industrie des produits biologiques agricoles représente aujourd'hui environ 2,3 milliards de dollars, pratiquement 1,6 milliard d'euros, de bénéfices. L'arrivée de ces géants inquiète notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui dit, je cite, « Face aux géants de la chimie, il faut qu'on crée des géants du biocontrôle ». Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas d'aller visiter le site internet de l'Agence Infolibre, agenceinfolibre.fr, notre Facebook bien évidemment, la chaîne YouTube, le Twitter, le live stream bien sûr. N'oubliez pas d'aller voir toutes les vidéos que nous avons mises en ligne ces derniers jours, il y en a quand même un gros paquet. Voilà. Rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, restez bien informés. Ciao!